dit qu'une haie en bonne santé, elle fait minimum, vraiment le minimum, au pied 1 mètre de large. Et puis au-dessus de 4,20 m, en fait, hauteur de cabine de tracteur, on n'a pas besoin de couper. Alors souvent, on a tendance à faire ça, c'est pour pas se faire envahir par les ronces. Les ronces qu'on voit au ras du sol, en fait, elles ont plein d'intérêts. Elles ont des intérêts pour les abeilles quand elles sont en fleurs, en fait, et elles nourrissent les abeilles. Mais il y a aussi, il y a tous les animaux qui rampant, qui se planquent dedans et qui évitent, qui font la protection. Mais il y a aussi les arbres, parce qu'en fait, les nouveaux arbres, quand ils se mettent à pousser, ils sont très petits. Et puis quand il y a un chevreuil qui passe, schlac. André, c'est une bonne idée de garder les ronces de mémoire d'agriculteurs? Aïe, aïe. Pas trop. Pas trop, c'est envahissant. Oui, c'est pas... C'est vrai qu'avec les machines maintenant, on arrive, on broye tout, puis voilà. On broie les bestioles aussi, mais comment... on peut pas laisser les ronces envahir trop le Chacun sa place. paysage quand même. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette deuxième édition de Secrets de Nature. Alors, on va aborder l'histoire du bocage. On va commencer par André. Dans les années 50, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemblait Médréac et quels sont les grands changements? C'était des fermes de 17 hectares, quoi, en moyenne. Et c'était une agriculture avec les chevaux. Et ça, on parle de quelle époque? Des années 50? Oui, c'était des années 50. Et comment l'évolution a commencé dans les années 60. Si vous voulez, là, dans les années 60, les tracteurs sont arrivés, mais des pieds de puissance de 15 chevaux. Donc c'était des petits tracteurs. Il y avait encore, on gardait toujours un cheval sur la ferme, quoi, pour faire les petits travaux. Et après, on a évolué vers les groupements d'agriculteurs, dites les CUMA, quoi, il y a des entreprises aussi agricoles qui, eux, ont commencé à acheter du matériel en commun plus puissant, par des coopératives. On a eu l'arrivée aussi de l'évolution vers le maïs, qui est arrivé. Et justement, on a enlevé le côté manuel déjà de sarcler les blés et tout ça, quoi, avec... Et Margot, c'était beaucoup plus manuel, en fait, au début des années 50, enfin entre 50 et 60, l'agriculture? Alors, c'est compliqué d'avoir une réponse parfaitement nette. C'est sûr que selon les régions, on a des histoires qui sont un peu différentes. Mais si je dis pas de bêtises, en Bretagne, la mécanisation qu'on connaît, donc l'arrivée des tracteurs, tout ça, ça arrive un tout petit peu plus tard que dans d'autres régions françaises qui ne sont pas des régions bocagères. Justement, le bocage, pendant très longtemps, a fait que avoir des tracteurs, avoir une agriculture un peu à grande échelle faisait pas forcément beaucoup de sens. C'est seulement quand il y a eu cette grande politique de remembrement, qu'elle a été mise en place, on va dire, en Bretagne et aussi en Normandie dans les années plutôt 60 et même encore jusqu'au début des années 70, que là on a des tracteurs qui arrivent et qui font sens économiquement, en fait, parce que on peut avoir cette culture plus mécanisée et avec notamment beaucoup de moins de tâches manuelles. Ce qui change aussi, comme vous le disiez, vous parliez du confort, ce qui change aussi tout à fait le quotidien, en fait, des tâches pour les agriculteurs et les agricultrices, avec beaucoup moins de tâches manuelles et plus de tâches faites par des machines. Ça veut dire qu'en Bretagne, par rapport à l'évolution technologique, on était plutôt un peu en retard? J'aime pas forcément cette idée du retard, parce que il y a pas forcément une seule évolution possible et il faut pas forcément nécessairement qu'on arrive à certaines technologies. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des régions en France où certaines technologies, je parlais là des tracteurs, mais on peut aussi penser à l'équipement des maisons, des choses qui sont arrivées peut-être plus tôt dans d'autres régions que en Bretagne. Encore une fois, pour ce qui est des tracteurs ou de certaines machines qu'on va utiliser dans les cultures, c'est arrivé peut-être plus tard parce que c'était lié à des manières de produire qui étaient juste pas les mêmes. Quand on a toutes ces haies, tout ce paysage qui fait qu'on a des choses qui sont peut-être plus morcelées, un tracteur va pas forcément faire sens.
Et être capable de produire avec des tracteurs en Bretagne et encore une fois en Normandie, qui sont des pays de bocage, ça a demandé des travaux de gros œuvres, hein, de terrassement qui ont été énormes en fait. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain de manière simple et sans investissement ou sans résistance. Alors, ce que disait André, c'est que les fermes étaient beaucoup plus petites. Enfin, on parle d'une dizaine d'hectares, parfois moins. Et aujourd'hui, je ne sais pas, la moyenne des fermes, ça doit être 70 hectares ou pas loin, je pense. Et encore une fois, ça dépend beaucoup des régions. Oui, enfin, en tout cas, dans notre région. Et on parle des exploitations en termes de superficie, mais André, il y avait combien de personnes avant à travailler sur une ferme comparativement à aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, le nombre de personnes, ça dépend si vous êtes producteur de porc, producteur de lait, ou plus les céréales. Donc ça fait à l'époque, il y avait au moins, sur une ferme, au minimum 4 personnes, quoi. Hein, 4 à 5 personnes, quoi. À travailler sur une ferme de 15-20 hectares, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne, quoi. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que les agrandissements, le matériel qui est arrivé fait en sorte que c'est plus confortable, quoi. C'est plus confortable, mais est-ce qu'on arrivait à bien gagner sa vie à l'époque quand on avait moins d'hectares, ou est-ce qu'on gagne mieux sa vie aujourd'hui? Parce qu'on sait bien que les revenus des agriculteurs sont toujours très hétérogènes. Donc, est-ce que c'était... c'est un peu la course à l'agrandissement pour avoir du revenu, alors que c'est comme le chien qui tourne avec sa queue, quoi. Hein. C'est... Voilà, les agrandissements se font parce qu'il y a des départs. Une commune comme Médréac, moi j'ai connu pas loin de 150 fermes, quoi, autour de ça. Maintenant, on prend nos 10 doigts, quoi. Voilà. Vous voyez un peu, je connais même pas trop la superficie, mais comment c'est une évolution qui est. Et puis que tout. Les fermes ne sont pas toutes reprises malgré tout, quoi. Hein, on voit les enfants qui sont là, ils vont partir, quoi. La prochaine génération, je ne sais pas combien il y en aura, quoi. Ouais. Pour moi, c'est assez grave. Finalement, Margot, on n'avait pas vraiment le choix. En fait, à partir du moment où le nombre de personnes diminuait sur une ferme, où il y avait de moins en moins de personnes, et on le voit encore aujourd'hui, finalement, ça aboutit à un remembrement nécessaire ou une distribution du bocage ou pas? Oui, alors... c'est allé trop vite en besogne? C'est beaucoup d'évolutions qui ont lieu en même temps, et c'est un peu difficile parfois de savoir qu'est-ce qui a été le facteur dominant, qu'est-ce qui a poussé à telle chose. C'est quand même souvent des dynamiques qui ont lieu en même temps. Comment dire, parce qu'on évoquait le fait qu'aujourd'hui, une ferme, en général, il va y avoir peut-être une personne, peut-être deux, parfois il va y avoir des salariés. C'est sûr qu'on est passé d'une agriculture résolument familiale, où il y avait vraiment toute la famille, et même souvent les enfants qui travaillaient aussi quand même une partie de l'année à la ferme, à aujourd'hui une agriculture où on va avoir dans le couple, quand c'est un couple, plutôt un des deux, et peut-être même potentiellement des salariés et pas forcément toute la famille qui tourne autour de l'exploitation, entre autres parce que ça peut être un métier économiquement risqué et que c'est bien aussi d'avoir des revenus qui viennent d'ailleurs. Ensuite, tu parlais de peut-être des alternatives où il y a tout au long de cette transformation de ce qu'on a pu appeler la modernisation agricole, il y a eu des gens qui ont porté d'autres modèles, qui ont souhaité faire un autre type d'agriculture aussi, donc qui aujourd'hui sont peut-être plus portés autour des modèles d'agriculture biologique ou d'agriculture raisonnée. Ces modèles-là ont toujours existé, ils ont été plus ou moins petits, plus ou moins marginaux, mais ils ont été là depuis le début. Des gens qui portaient d'autres... je ne sais pas pourquoi on a perdu le micro, mais peut-être, vas-y. Ces transformations ont aussi été largement insufflées par des politiques publiques, par vraiment une volonté de la part de l'État de changer les manières de produire, aussi dans l'idée de pouvoir nourrir toute la population, de pouvoir nourrir la population avec des prix alimentaires qui étaient supportables par tout le monde, et qui ont été portées aussi, ces transformations, par une partie du monde agricole. Mais encore une fois, pas tout, parce que comme je vous l'expliquais, depuis le début, on a aussi eu des personnes qui ont porté d'autres modèles. Donc parfois, quand on dit les agriculteurs, il faut aussi prendre en compte toute cette hétérogénéité de modèles, de pratiques qui existent au sein d'une même profession.
Camille, est-ce que aujourd'hui le système, comme disait André, du fait qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs, ça nous oblige à aussi avoir de moins en moins de bocage, ou c'est pas forcément quelque chose que tu observes sur le terrain? Aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a déjà eu sur le bocage, on est plutôt à vouloir replanter parce que justement, il y a eu beaucoup de pertes du bocage et avec les agrandissements des fermes, certaines fermes n'ont quasiment plus de... Et c'est là aussi tout l'intérêt de retravailler avec les nouveaux agriculteurs, c'est ils ont des nouvelles manières de faire. Mais ne pas oublier le bocage, c'est important pour eux aussi vis-à-vis des changements qu'ils vont avoir à faire dans les 30 prochaines années. Il y a encore 2 jours, par exemple, j'étais chez un agriculteur qui favorise vraiment beaucoup le pâturage pour son troupeau. Et lui, l'intérêt du bocage est indéniable et il replante même pour le bien-être animal, pour la bonne pousse de l'herbe, pour être sûr que sur ses pâtures, il puisse faire tourner ses animaux quand ils en ont besoin et au maximum. Et ça... Pour reprendre sur le modèle économique, c'est un modèle qui, par exemple, lui permet d'être beaucoup plus rentable au 1000 litres qu'un gros modèle qui va chercher toujours sur le surinvestissement, parce que qui dit surinvestissement dit aussi qu'il faut rembourser les emprunts. Donc, à un moment donné, on travaille pour payer plutôt les machines que pour vraiment se rémunérer soi-même. Et du coup, voilà, avec des modèles qui existent, qui changent un peu ces paradigmes de dire, en fait, on va aussi... j'aime pas le mot utilisé, mais on va travailler avec le vivant pour diminuer nos propres charges. Ça permet aussi de préserver les haies et de se dire, en fait, les haies ont un avantage et qu'il faut pas les enlever. Il faut arrêter de les enlever. Ça veut dire que c'est un peu un mouvement inverse qu'on observe. En fait, on va vers des exploitations plus petites, moins mécanisées, ou c'est pas vraiment la tendance? Alors, je ne sais pas si on peut parler de tendance. Là, j'ai pas une vision assez globale de tout ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a des agrandissements qui se font encore, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les autres modèles, en tout cas, qui sont à côté. Et effectivement, ne pas parler que d'un seul modèle d'agriculture, mais bien de voir tous les modèles qui existent et qui peuvent cohabiter les uns à côté des autres, sans que ce soit forcément antinomique, mais avec des agriculteurs qui, effectivement, ne cherchent pas forcément à s'agrandir, mais qui vont plutôt chercher à regrouper leurs parcelles pour pouvoir replanter aussi du bocage et que ce soit bénéfique à l'ensemble de leurs parcelles. Alors, justement, Renan, c'est l'objet de ta chronique, puisque Renan est maraîcher bio. Il travaille au Petit Clic Bio à Montauban, et la haie, pour toi, c'est un ami. C'est ça, tout à fait. Donc, nous, en maraîchage, on produit sur des petites surfaces. Donc, du coup, à la différence des céréaliers ou des éleveurs. Et du coup, on n'a pas besoin d'enlever les haies, en fait, pour utiliser tout le potentiel de ces gros tracteurs. Les haies restent en place, voire on en recrée, c'est ce qu'on se disait là, sur nos fermes. Et donc, on apprend à travailler avec elles. Alors, elles nous apportent beaucoup plus d'avantages que de contraintes, finalement, quand on regarde bien. En voici quelques exemples. Donc, tout d'abord, son bois pour nous chauffer, ça paraît, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important quand on parle d'énergie notamment. Ça permet aussi de glaner quelques châtaignes, quelques noisettes, quelques pommes, ainsi que de nourrir les animaux aussi. Les années de grosse sécheresse, on a aussi donné des branches d'arbres aux ruminants en fait, notamment parce qu'il n'y avait plus de fourrage. Donc, ça peut être une solution, un stock en fait qu'on a en place et qu'on peut donner aux animaux en été quand il n'y a plus d'herbe, quoi. Elle protège aussi nos cultures du fracas du vent, du dessèchement, mais aussi nous permet aussi de ne pas trop avoir à aller voir nos voisins pour aller récupérer nos voiles ou nos serres qui peuvent s'envoler après une tempête. Ça arrive quand même assez régulièrement, mais normalement, les serres restent sur place, mais il y a des dégâts quand même. Et malgré le prélèvement que peuvent faire les arbres en matière d'eau, ils permettent aussi de la retenir. Ils retiennent aussi le sol grâce à leurs racines profondes et font de l'ombrage, notamment pour nos légumes aussi. Donc en fait, ces grosses touffes de verdure créent des sortes de microclimats en fait très locales
qui sont aussi très favorables à la vie sauvage. Donc ça va du hérisson au serpent, à tous ces animaux un peu rampants qui vivent dans les ronces, dans la partie basse, qui vont manger les escargots, qui vont manger les limaces par exemple. Puis après, il y a les petits oiseaux qui sont dans la partie un peu arbustive en fait de la haie. Eux, ils vont manger plutôt tout ce qui est chenilles, toutes les graines aussi d'adventice, parce qu'en fait, en hiver, ils se nourrissent de graines. Donc du coup, ils viennent faire le nettoyage qu'on n'a pas besoin de faire. Et puis après, jusqu'à la canopée, où là, on a les plus gros oiseaux, type rapaces, qui eux vont consommer surtout les rongeurs en fait. Donc toute cette haie nous aide là-dedans. Finalement, nous faisons un pacte avec toute cette vie. Nous offrons le gîte aux animaux et eux, en contrepartie, ils régulent nos ravageurs. Donc cet équilibre est difficile à mettre en place, mais quelle satisfaction de voir que nous pouvons bosser avec la nature et moins contre elle. Et du coup, ton histoire personnelle, c'est quand même que au départ, quand tu es arrivé il y a une dizaine d'années, tu as pris des champs qui n'avaient plus du tout de bocage et tu l'as reconstruit. Et comment ça s'est passé? Enfin, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Moi, je suis en fermage et en fait, effectivement, quand je suis allé voir mon propriétaire, il s'est dépêché de me dire rapidement, t'as de la chance, je viens juste d'arracher les haies, ça va être pratique. Et en fait, j'ai 6 hectares et j'ai visité le terrain et effectivement, j'ai vu l'endroit où il y avait les haies. L'endroit où il y avait des haies, c'était hydromorphe en fait. L'eau stagnait énormément parce qu'en fait il n'y a plus les arbres ni les fossés, donc du coup l'eau stagne dans ces coins-là. Et donc du coup moi je voulais réinstaller, remettre en place cet équilibre naturel en fait de ces arbres en fait. Et donc j'ai fait appel à Brace Bocage qui est venu dès la première année en fait planter. Alors je me souviens de mémoire peut-être 2 km d'arbres. Donc c'est des arbres talutés donc. En plus de l'arbre, il y a le talus plus la noue. En fait, c'est une sorte de petit fossé qui fait bassin d'orage, qui récupère les eaux qui arrivent trop fort. Ça se remplit là-dedans et puis tout doucement, ça se diffuse et ça évite qu'on ait notamment des inondations. En fait, ça retient l'eau. Sachant qu'en plus, Brace Bocage, c'est un programme qui est gratuit pour les agriculteurs. Il y a aussi, en plus de ça, un entretien pendant 2 ans. Ils viennent tailler et entretenir la haie, donc on n'a même pas besoin d'intervenir, donc ça c'est quand même très confortable. Et ils proposent aussi des formations en fait pour apprendre à tailler nos arbres. Parce que moi j'ai planté des arbres, je me suis dit waouh génial, j'adore les arbres, je vais planter des arbres. Puis au bout d'un moment je me suis dit mais faut que je fasse quelque chose, ils vont grandir tout seuls, Donc je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'il y a certains arbres qu'il faut laisser partir en haute tige, d'autres plus arbustifs. Donc c'est un travail très très technique pour vraiment faire une haie efficace. Et donc eux, ils peuvent venir, ils viennent, ils passent du temps avec nous pour nous montrer comment tailler tel arbre. Les noisetiers par exemple, on peut les couper, ça repart, ça reste très... à un niveau assez bas, les merisiers et tout ça, ça part beaucoup plus haut. Et donc, du coup, on a une haie qui est vraiment efficace, plus que les arbres qu'on entretient actuellement et on fait des cotons-tiges. Là. En fait, on laisse des arbres tous les 10 mètres et puis on enlève toutes les branches du bas, il ne reste plus que la branche du haut. C'est vrai que d'un point de vue écologique, ce n'est pas forcément extraordinaire. Quoi. Non, mais ça, c'est une habitude ancestrale en Bretagne. Ouais. C'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Et qui permettait d'utiliser le gros bois, notamment pour et le petit bois pour alimenter le four à bois pour le pain, pour toutes ces choses-là. En fait, ça faisait partie de la tradition. Donc, c'était pas si désavantageux que ça non plus. Mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait un équilibre, en fait. Camille, ça existe toujours. Ça existe toujours, on le voit toujours, hein, cette utilisation des trognes et le bois de chauffage. Et est-ce que c'est une bonne idée? Question piège. Effectivement, la façon de faire des trônes, c'était, donc, comme ça vient d'être expliqué, c'était pour surtout faire... parce qu'en fait, l'utilisateur de la parcelle avait le droit des branches et le propriétaire avait le droit du tronc. Donc, en fait, ça faisait un revenu supplémentaire aussi pour l'agriculteur qui était en location sur ces terres. Et c'était un moyen de fournir notamment les boulangeries du bassin rennais en bois, quand les boulangeries étaient avec chauffées avec du bois. Effectivement, c'est une pratique qui maintenant n'est plus d'actualité. Ça se fait toujours. Enfin, c'est une pratique qu'on voit toujours, en tout cas. Oui. Courante, mais le fagot est quand même bien diminué. C'est une pratique qui continue. En fait, ces arbres-là, c'est pas facile non plus de transformer leur gestion complètement parce que c'est des arbres qui ont été habitués à ce stress régulier.
D'un point de vue biodiversité, c'est des arbres qui sont quand même très intéressants parce que ça fait des arbres creux qui potentiellement peuvent faire des habitats pour des animaux qui nichent dans les arbres creux ou qui viennent se nourrir d'arbres morts ou des animaux. Enfin voilà, ça fait des refuges aussi. Après, je pense que plus le souci, c'est de venir nettoyer entre guillemets, pardon, entre chaque arbre pour faire propre, et que là, du coup, on perd toute cette strate arbustive ou ces arbres un petit peu plus bas qui pourraient pousser, et toute la régénération naturelle qui pourrait venir se mettre en place sous ces arbres, et que là, du coup, on les supprime. Et une fois que l'arbre trogne meurt, ben, en fait, il n'y a plus rien qui peut prendre la relève. Et le problème qu'on va rencontrer maintenant dans nos paysages, ça va plutôt être celui-là. C'est d'avoir des arbres isolés, alignés, et ne plus avoir des continuités de corridors continus qui remplit vraiment un rôle d'une haie, donc sur le rôle de l'eau, de la biodiversité, des enjeux de vent. Ça veut dire qu'en fait, il ne faudrait pas du tout débroussailler et laisser la nature au pied de ces trognes vivre sa vie. En fait, c'est ça qui serait souhaitable. On dit qu'une haie en bonne santé, elle fait minimum, vraiment le minimum, au pied 1 mètre de large. Et puis au-dessus de 4,20 mètres, en fait, hauteur de cabine de tracteur, on n'a pas besoin de couper. Donc, en fait, on entretient, s'il y a besoin de passer à côté de ces haies pour la sécurité, pour le passage du tracteur ou autre, jusqu'à 4,20 mètres, mais les branches qui passent au-dessus, en fait, normalement, on n'a aucune raison de venir les couper. Maintenant, en tout cas, dans les usages qu'on en fait maintenant de la haie. Donc, oui, en fait, une haie en bonne santé et qui va remplir tous ses rôles, c'est de bien laisser un espace qui soit suffisant au sol, et quitte à, d'année en année, un peu s'éloigner de sa haie quand elle prend un peu d'ampleur et que les arbres se développent bien, quitte à, quand on vient faire une gestion de la haie, se rapprocher. Par exemple, on a des arbres qui vraiment s'étalent beaucoup sur les parcelles, comme le saule qui va venir s'éclater et qui va prendre 3-4 mètres sur la parcelle. Et bien, dans ces cas-là, une fois qu'on vient retailler ce saule au pied, parce que c'est un arbre qui repart très bien tout seul et qui refait plein de nouvelles tiges, même si on le recoupe au pied, au plus ras du sol, et bien là, dans ces cas-là, on peut regagner 1-2 mètres sur sa parcelle, mais il faut accepter de jouer comme ça avec les limites de sa parcelle ou l'utilisation qu'on a à côté de la haie, pour se dire on laisse à l'arbre le temps de se développer, de bien repartir avant d'intervenir et de regagner cette surface qu'on a laissée de côté pendant un moment. Sachant que justement les ronces qu'on peut laisser, alors souvent on a tendance à faire ça, c'est pour pas se faire envahir par les ronces. Les ronces qu'on voit au ras du sol, en fait, elles ont plein d'intérêts. Elles ont des intérêts pour les abeilles quand elles sont en fleurs, en fait, et elles nourrissent les abeilles. Mais il y a aussi, il y a tous les animaux qui rampant, qui se planquent dedans et qui évitent, qui font la protection. Mais il y a aussi les arbres, parce qu'en fait, les nouveaux arbres, quand ils se mettent à pousser, ils sont très petits. Et puis quand il y a un chevreuil qui passe, schlac. Et ça va très très vite. Donc le fait d'être dans des ronces, ils sont un peu planqués, on les voit pas trop. Mais donc, ils ont le temps de grossir. Ils arrivent à pousser quand même malgré ils poussent à travers les ronces. C'est possible. Ah oui. Au contraire, justement, ils sont protégés. Ça les protège du vent aussi, ça évite la casse. Mais et donc du coup, après, ils peuvent partir. Et là, on peut couper aussi éventuellement les ronces un peu. C'est marrant, c'est contre-intuitif. On a plutôt l'impression qu'on devrait enlever les ronces pour les laisser pousser, mais en fait, non. Vous nous conseillez de laisser les ronces, en fait. Il y a un paysan qui dit que la ronce est le berceau du chêne. Ça devient que la ronce est là. De toute façon, la ronce ne va pas non plus se développer. Enfin, on peut la contenir aussi, mais que ça permet de effectivement protéger de tous les prédateurs qu'il peut y avoir, chevreuils, lièvres et autres. C'est un peu plus long, en fait. C'est un peu plus long que de mettre une chaussette en plastique autour de l'arbre. Mais par contre, le chêne qui va pousser spontanément, en fait, qui va se développer spontanément dans la ronce, il sera potentiellement plus adapté, en fait, à l'endroit, parce qu'il aura germé, en fait. Donc, s'il germe, c'est parce qu'il a trouvé les conditions bonnes, plutôt que d'amener un chêne qu'on va planter artificiellement et qui vient de loin. Ce petit chêne-là, et puis il va se battre un peu contre la ronce au début. Ils vont être un peu en concurrence. Et donc, du coup, ils vont être beaucoup plus costauds. Et une fois qu'ils passeront les ronces, ils seront très costauds, quoi. Ils seront de vrais chênes. André, c'est une bonne idée de garder les ronces de mémoire d'agriculteurs? Aïe, aïe. Pas trop. Pas trop, c'est envahissant. Oui, c'est pas.
C'est vrai qu'avec les machines maintenant, on arrive, on broye tout, puis voilà. Hein, bon, on broie les bestioles aussi, mais comment on peut pas laisser les ronces envahir trop le Chacun sa place. paysage quand même. Hein. C'est vrai que ça fait. On peut ramasser les petites. Les murs. Les murs aussi. Les murs. Bah après, c'est vrai que maintenant, on Ça a fait des de la bonne outils confiture, d'accotement quoi. qui sont assez efficaces, en fait, Ça qui va pas permettent faire de vivre bien le entretenir. monde, quand même. Quoi. Alors, on parlait des trognes, mais alors autrefois, ça servait à quoi les trognes? C'était quelque chose d'important? Enfin, c'est peut-être toujours quelque chose d'important dans ton souvenir Oui. d'enfant, jeune agriculteur. Est-ce que c'est une pratique qui est C'est-à-dire que habituelle? faut savoir que la gare de Médréac, pendant des années, c'était une gare commerciale, quoi. Hein, de la Chapelle-du-Loup, mon père amenait des remorques de fagots pour aller sur Rennes, pour remplir les wagons. Donc, comme il n'y avait pas d'autre énergie pour faire le pain que le fagot, c'était un revenu. Aujourd'hui, les haies ne sont plus un revenu pour l'agriculture. Hein, elles sont peut-être pour la biodiversité, mais Par les primes. encore que ça va peut-être revenir, parce que aujourd'hui, vous avez quand même des cumacs qui sont équipés en matériel pour broyer comme on Faire coupe des copeaux, et on ouais. broye les arbres, ou pour faire des copeaux, qui sont nécessaires aussi pour beaucoup de choses, quoi. Hein. Camille, est-ce que c'est vrai que du coup, les agriculteurs ne gagnent rien à conserver les haies? Je me doutais un peu de la réponse. Non, justement, on travaille à ce que la haie n'ait pas que des intérêts par le rôle qu'elle peut remplir tout au long de sa vie, mais que aussi on puisse en donner une valeur économique quand c'est un point qui est important pour les agriculteurs. Et donc, ça peut demander des changements d'organisation, de manière de voir sa haie. Comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux laisser un peu d'espace à sa haie pour qu'elle se développe. Et une fois qu'elle est développée, effectivement, on vient en faire une gestion où on vient couper des arbres, tout ce qui peut se recéper, donc tout ce qui se coupe au niveau du sol, le noisetier, le châtaignier, le saule, on vient le recouper au plus près du sol. Tous les arbres de auger, les hautes tiges, voilà, on va plutôt les élaguer. Et là, on va vraiment sortir du bois. Et maintenant, on est plusieurs filières en Bretagne à justement faire ça, à organiser ça avec les agriculteurs. Donc, de ce bois, on le broie. Et pour notre part, par exemple, on l'utilise pour pailler les nouvelles haies qu'on va planter avec braise-bocage, par exemple. Donc, c'est du bois qui va venir, par exemple, d'une première haie et qui va aller juste chez le voisin sur la nouvelle haie qui a été plantée. C'est du bois aussi qui peut être utilisé pour du bois énergie. Il y en a, certains agriculteurs font aussi encore un peu de bois bûche dedans. Donc, en fait, c'est une valeur économique qu'on peut donner à la haie par le bois qu'on en sort, mais il faut accepter que de ne pas tailler sa haie au lamier, par exemple, qui va faire que des petites branchettes tous les ans. On va avoir une charge sur l'exploitation parce qu'on va passer tous les ans les haies au lamier. C'est de la petite branchette qui va tomber au sol, qu'on va devoir pousser en bout de champ, et voilà, ça demande beaucoup de temps, des charges avec le TA ou avec la CUMA avec lesquelles on travaille, mais on va pas en sortir de bénéfices. Que si on voit la haie sur un pas de temps un peu plus long, on n'y vient que tous les 15 ans sur une haie. Mais quand on y vient, ok, on a une intervention qui peut paraître un petit peu plus forte sur le moment, mais parce qu'on va aller couper des arbres qui ont la capacité de repartir aussi très bien. Et là, on exporte un petit peu de bois et on arrive à rémunérer et les entreprises qui travaillent et le propriétaire ou l'agriculteur qui gère ses haies. Et Alors, ça permet aussi, comme les structures maintenant sont de plus en plus grandes, j'arrive à comprendre très rapidement que quand ils sont à 70 voire 80 hectares et qu'il faut couper les arbres, ils les coupent pas un par un en prenant 10 minutes à regarder où est-ce que je vais couper. Et donc du coup, eux, ils se retrouvent avec il faudrait qu'ils bossent 6 mois de l'année à tailler leurs arbres. Et c'est vrai que si des entreprises peuvent justement les aider, les accompagner, voire leur proposer des prestations
pour remplacer cette charge de travail. Parce que le bois, c'est quand même, quand on fait du bois, c'est quand même beaucoup de boulot, hein, mine de rien. Donc, quand ils ont des grandes surfaces, ils ne peuvent pas se permettre de rester des heures devant, quoi. Et donc là, le fait qu'une entreprise vienne et travaille vraiment et prenne ce temps-là, bah, c'est peut-être la solution justement pour qu'on trouve une solution de... Un avertissement quand même, c'est de se dire qu'on ne va pas non plus faire une intervention par une entreprise qui vient gérer l'ensemble du linéaire de toutes les haies d'une exploitation sur une même année. C'est aussi de se dire que les interventions qu'on vient faire, faut pas que ça ait un impact trop grand à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un îlot, à l'échelle d'une commune, et de bien se dire que voilà, on se répartit, on sait qu'on va revenir tous les 15 ans sur une haie, et ben on prend l'ensemble de notre linéaire et on se dit, bah, j'en fais que 1/15e par an. Comme ça, j'en fais un petit bout chaque année, mais je perturbe pas l'ensemble de l'écosystème de ma ferme, de la commune, de la région. Et sur ça, il faut quand même faire attention sur les interventions qu'on réalise, de se dire bah, comment ma haie va réagir derrière et est-ce qu'elle va continuer à remplir tous les services de pourquoi elle est là. Si c'est pour le bien-être animal, il faut qu'elle puisse remplir le brise-vent, faire de l'ombre pendant l'été. Si c'est plus par rapport à l'érosion, c'est est-ce que l'intervention qu'on va faire va permettre aux arbres de refaire des racines et bien retenir l'eau, bien retenir les talus et tout ça. Et donc, c'est... Il y a pas mal d'entreprises là maintenant en Bretagne qui commencent à se structurer autour de ça et c'est bien de faire aussi la part des choses entre justement je viens me dégager du travail parce que je n'ai pas le temps de le faire mais c'est attention à ne pas trop intervenir aussi en une seule fois sur un parcellaire. Aujourd'hui, je vous jure, vous prenez votre briquet. Quand vous prenez votre briquet, vous allez voir un ruisseau qui est à sec, au moins, qui a plus d'eau, pratiquement l'eau elle passe à côté de la boue qui restait puisque c'est jamais nettoyé. Vous prenez le bâton, vous secouez, vous donnez un coup de briquet, et la flamme sort. On va essayer. Ça sort bouché. Doucement. Donc, il faut savoir ce que vous avez comme pollution dans ce ruisseau. Alors, là, pour moi, il faut réfléchir là encore. Comment on va faire pour entretenir le ruisseau comme faisaient nos parents? Et puis, ils se rendaient peut-être plus compte de la richesse que ça avait, justement, d'en prendre soin, parce qu'ils en avaient encore. Oui. C'est vrai que nous, on ouvre le robinet et puis l'eau sort. Donc, la catastrophe, si vous voulez, c'est quand on a eu l'eau au robinet, on a eu le confort, la machine à laver, tout, terminé, on s'embête plus. On s'embête plus. Moi, j'aime Ça a des avantages aussi. Les années de sécheresse, un certain nombre d'inconvénients. Il faut qu'on avait toujours de l'eau. Les charrettes avec les chevaux arrivaient dès 4 heures du matin, avec des fûts en bois pour récupérer de l'eau pour leurs bovins parce qu'ils n'avaient plus rien dans les puits à 1 kilomètre de là, quoi. Alors tout ça, c'est des changements. Et puis, comme tu disais, Camille, il faut préserver l'écosystème et ces écosystèmes des haies. Alors justement, on a un jeune élève de l'école Saint-Joseph qui vient nous parler des écosystèmes, puisqu'ils ont travaillé en classe dessus dans les haies bocagères et en particulier du monde animal qui y vit. Alors Karen, qu'est-ce que tu peux nous dire sur quels sont les animaux qui vivent dans les haies? Alors tout d'abord, il y a les hérissons, il y a aussi les renards, qui vivent souvent dans les buissons ou dans le bocage. Et ils arrivent plus très bien à vivre parce que de plus en plus les humains enlèvent les haies, les tas de feuilles, il y a trop de sociétés. Et par exemple, quand ils essaient de boire, la plupart du temps, l'eau est polluée de toutes toutes les usines qui ont rejeté par exemple du pétrole, des eaux usées. Donc alors, tu as travaillé un peu sur le hérisson. Comment le hérisson il fait pour vivre dans les bocagères? Il s'est trouvé des tas de feuilles cachées dans des buissons. Et des fois, quand il n'arrive pas à trouver les cachettes,
il dort comme ça sur la route ou dans les jardins. C'est dangereux. Ouais, c'est pas une cachette terrible de dormir sur la route. Et du coup, c'est là où il lui arrive des accidents, j'imagine. Oui. Par exemple, les voitures, quand elles roulent trop vite et qu'ils dorment, par exemple, ils peuvent les écraser. Et aussi, dans les jardins, par exemple, quand les enfants courent et qu'ils font pas très attention, ils peuvent les écraser. Ah oui, les enfants, ça peut arriver qu'ils écrasent des hérissons. Je pense que c'est déjà arrivé. Ils sont peut-être un peu mal aux pieds aussi. Oui, sûrement. Renan, chez toi, il y a beaucoup d'hérissons? Moi, j'ai une anecdote qui est terrible. Un jour, j'ai débroussaillé entre mes serres et justement, moi, je laissais l'herbe très très haute entre mes serres pour avoir justement tous mes auxiliaires, leur filer le gîte dans ces zones-là. Et puis, il y a un jour, j'ai voulu entretenir. Et en fait, j'ai scalpé un hérisson. Pendant 3 heures, j'avais les jambes qui tremblaient. En général, les hérissons, c'est très très rare de les voir. Quand on les voit, c'est pas bon signe. Soit ils sont tout plats sur la route et avec les pattes en l'air, soit ils sont malades parce que justement, ils sont très craintifs. Ils ont beau avoir des épines, ils sont très très vulnérables à beaucoup de choses. Et donc, du coup, ils sortent essentiellement la nuit. Donc quand on les voit de jour, c'est comme les taupes, c'est plutôt pas bon signe. Donc nous on peut retrouver alors ces animaux un peu nocturnes, en général on retrouve les traces de dents, les traces de toutes leurs crottes, en fait, tout ce qu'ils laissent derrière eux, en fait, ça on peut le retrouver au petit matin. Mais pour les voir, il faudrait vraiment y aller de nuit. Mais je pense que dans nos systèmes, il y a beaucoup d'herbes, donc il y a beaucoup de limaces, etc. Ils peuvent se cacher, donc du coup, je suis pas étonné qu'il y ait d'autres écureuils sur la ferme. J'espère en tout cas que j'ai pas tué le seul que j'avais. Écureuil ou hérisson? Hérisson, pardon. Non, l'écureuil, il mange mes noisettes. Ouais. D'accord. Et donc les hérissons, pour eux, la haie, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça les protège surtout la nuit en fait, parce que ils sont très vulnérables de jour. C'est un peu les renards, c'est un peu la même chose en fait. Et du coup, le fait alors ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une grosse végétation, mais c'est de pouvoir se planquer pour sortir que la nuit, quoi. Là aussi, André, est-ce qu'il y avait une population animale qui était plus importante autrefois? Est-ce qu'on voyait plus de hérissons, de lapins, de je ne sais quels autres animaux qui vivaient, ou de renards dans les haies, ou il y en a moins maintenant? Oui, c'est comment dirais-je, c'est vrai que c'est la mécanisation qui a peut-être un peu fait disparaître un peu les labours, les désherbages aussi, quoi. Et les grandes surfaces aussi. Pour juste mettre en perspective, depuis les années 50, on a perdu 70% du linéaire des haies en France. Et je pense pour des régions comme la Bretagne et la Normandie, qui en plus sont des territoires bocagés, on a perdu encore plus que ça. Ça fait 1,4 million de kilomètres de haies qu'on a perdu, en gros, depuis le milieu du siècle. Donc c'est tout un tas de lieux d'habitat pour les hérissons, les lièvres, les renards. Donc c'est aussi quand on regarde, je sais pas, à l'échelle d'une commune, c'est à un moment, peut-être tout un tas de zones qui étaient connectées, où ils pouvaient circuler justement en étant protégés, et où aujourd'hui, on va avoir des grands champs. Alors peut-être un peu moins ici, mais il y a des régions, typiquement la Beauce, encore une fois, où là, on a parfois des kilomètres entiers où il n'y a pas d'arbres. Donc c'est des zones entières où ils sont vulnérables, où ils sont plus vulnérables pour les proies. Ils deviennent des proies. Quand on dit que 64% ont disparu, c'est autant pour les populations animales? Enfin, on a un peu des idées? Alors, je sais que sur les populations d'insectes, après, c'est des estimations et c'est compliqué parce que c'est pas forcément facile de comptabiliser. Il y a des époques où on ne les comptabilisait pas forcément parce qu'on n'avait peut-être pas cette conscience qu'il y avait une disparition qui était en cours, et que pour les populations d'insectes, on a perdu 80% depuis les années 70, je crois, c'est ce qui est estimé sur les insectes tout à fait, qui nous entourent, quoi, qu'on connaît, mais qui sont soit des espèces qui sont menacées, soit simplement ils sont beaucoup moins nombreux. Pour les animaux plus grands, je crois que c'est pas autant, mais on a vraiment sur les oiseaux, notamment dans les zones agricoles, on a aussi des chutes de population absolument phénoménales. Encore une fois, depuis les années 80 ou 70, donc c'est pas si ancien que ça. Et ça devrait nous amener à nous inquiéter. Sur les petits insectes, il y a une technique très facile de s'en rendre compte. C'est, je ne sais pas si vous vous souveniez, quand vous partiez en vacances et que vous partiez tôt le matin ou vous rentriez tard le soir,
le lendemain, il fallait laver la voiture parce qu'il y avait des moustiques et il y avait des insectes partout sur la voiture. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Alors, moi, j'ai l'impression quand même qu'on a un petit peu plus d'insectes volants qu'avant, depuis quelques années. Après, à voir s'il y a toujours cette diversité dans les insectes. Je pense que c'est quand même plus ce qu'on appelle les précurseurs, en fait. Les premiers qui reviennent après une extinction, en fait. Et eux, ils colonisent très vite. Donc, ceux-là, c'est le premier maillon de la biodiversité. Mais faudrait les regarder sur les pare-brises, voir un peu les insectes. Alors, pour terminer cette émission, maintenant c'est l'heure de notre chronique littéraire. Et pour le coup, Martine nous a préparé quelques livres à lire absolument. Oui, absolument. Il n'y a pas le choix. Alors, vous parlez énormément de tout ce que vous voyez, de tout ce qu'il y a sur la Terre. Mais il va falloir aussi prendre en compte ce qu'il y a sous la Terre pour avoir quelque chose sur la Terre. Et là, c'est une très jolie BD de Mathieu Burnia. Alors, il est auteur, dessinateur. C'est entièrement lui qui a écrit cette bande dessinée et il est juste aidé au niveau de la réalisation de sa bande dessinée par un scientifique. Cette BD explique vraiment comment est composé le sol, les différentes strates du sol et ce qui permet aussi aux plantes de pousser. Alors, c'est un livre accessible dès l'âge de Chiron, donc voilà, 10, 11 ans. Et alors, c'est le dieu des enfers. Oui, exactement, tu vois, maman, elle a bien entendu. En fait, c'est le dieu des enfers qui a décidé de mettre en place un super concours. Qui prendra sa place? Pour ça, il va falloir emmagasiner un savoir sur comment est composé le sol, à quoi servent les vers de terre, à quoi sert le trèfle, à quoi servent les racines du trèfle, etc. etc. Et le vainqueur gagnera la place du dieu des enfers. Alors, il y a un seul vainqueur, les autres meurent tous fauchés par l'agriculture, et là, ils se rendent compte de l'impact des humains sur la terre qui ne voient pas sous la terre. Et c'est très, très intéressant à lire, à mettre entre toutes les mains. Et c'est vraiment une accumulation de savoir qui est vraiment bien partagée pour tous, à mettre entre toutes les mains. Et c'est magnifiquement dessiné. Oui, c'est vraiment très bien dessiné. C'est un super dessinateur. Et il est très bien documenté aussi. Donc, je pense qu'il y a un beau travail de fond. Alors, toujours pour les plus jeunes, cette fois-ci, alors le précédent, c'était pour tout le monde, vraiment. Celui-ci, il est vraiment axé pour les plus jeunes. Ça s'appelle Petite bête de campagne. C'est les carnets de nature de Milan, vous les connaissez peut-être. Alors, c'est très pratique, ça se met dans la poche avec les petites jumelles pour tout voir, la petite pince pour étudier les petits insectes. On y apprend vraiment beaucoup de choses. Il y a la classification, donc il y a toutes les informations scientifiques. Il y a beaucoup de petites anecdotes. Alors, en fait, c'est très simple. On observe, on décrit et on retrouve dans l'ouvrage à quelle catégorie ils peuvent appartenir. Il y a notamment, moi, j'ai appris, par exemple, que les papillons qu'il y avait chez moi dans mon jardin, eh bien, ils vivaient sur les orties. Donc, maintenant, je suis super contente d'avoir des orties dans mon jardin. Là. Comme les plus grands vont être jaloux, j'ai trouvé planter des aires refuges pour les pollinisateurs. Donc là, c'est plus technique, c'est pour savoir quel arbre planter. Et comme tu le disais tout à l'heure, Renan, il y a différentes strates. Donc, il va y avoir les groseilliers. Et puis après, on peut passer aux châtaigniers. Je ne prends que des arbres gourmands parce que sinon, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc voilà, ça permet de manger les châtaignes et les groseilles. Et à l'intérieur, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la localisation pour pouvoir planter une variété et puis aussi l'attrait pour les pollinisateurs. Donc voilà, ça permet de se dire quel type d'arbre j'ai envie de planter en fonction de sa hauteur et en fonction de son attrait pour les petites bêtes. Un dernier ouvrage. Alors celui-là, il est juste très, très, très beau.
Le meilleur pour la fin. Oui, le meilleur pour la fin, c'est l'anthologie insolite des plantes. Alors en fait, là, vous allez découvrir notamment des plantes qu'on ne voit plus, comme la digitale pourpre. On la voit de moins en moins sur les bords des routes. Et là, elle est décrite dans cet ouvrage. On commence à en revoir un petit peu. Ça revient un petit peu. Moi, cette année, j'en ai vu. Fauche un peu plus tardive. Ouais. Oui, voilà ça. Et il fauche moins aussi. Donc voilà, là, par exemple, si vous voulez savoir des choses sur la digitale pourpre, eh bien, vous aurez tout. Pour les agriculteurs, il y a plein d'infos que vous devez déjà connaître, André. Il y a plein de choses sur le trèfle, et notamment la racine du trèfle qui capte l'azote et qui, lorsque le trèfle meurt, eh bien, va servir à enrichir le sol. Le trèfle capte l'azote. André, dans le micro, s'il te plaît. Oui. Le trèfle, la févrole, les petits pois, tout ça, ça Toutes capte. les légumineuses, ouais. Ça capte l'azote de l'air. Et d'ailleurs, si vous arrachez une de ces plantes, vous allez voir des toutes petites granules, enfin des petits points blancs. Ce sont des grains de l'azote qui a été capté dans l'air, qui va rester dans le sol pour les plantes prochaines. Voilà. Un engrais naturel. Donc voilà, là, en fait, le livre, il est vraiment très riche d'informations, il est accessible à tous, il est extrêmement beau, il est très bien, les couleurs sont très belles, très vives, et il y a un petit clin d'œil pour Émilie qui n'est pas sur le plateau avec nous. Il y a des petites choses sur les plantes en mouvement, et notamment sur la marguerite. Alors moi, j'ai une petite colle. Vous savez pourquoi la marguerite, elle se ferme la nuit ? Alors, nos spécialistes. Alors. Karen, il va falloir observer. Karen, il a une réponse. Karen. C'est ce qu'elle a envie de dormir. Ma foi, c'est... Peut-être t'es pas loin. Elle n'a pas envie d'être embêtée. En tout cas, elle se ferme parce qu'elle va protéger son pollen de l'humidité pour qu'il reste toujours très bon le lendemain pour les insectes. Donc voilà, en fait, ce documentaire-là, il est vraiment à garder sur la table du salon. Vous allez l'ouvrir, lire un petit bout, le refermer. Il est magnifique, juste très beau. Eh bien, merci beaucoup, Martine, pour cette chronique toujours excellente des livres à lire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être ici et de nous avoir écoutés. Vous retrouvez cette émission, donc du coup, Secret de Nature, enregistrée en live à Médréac sur Radio Ondine en FM. Donc du coup, sur le 98.7. Et puis, bien sûr, en podcast sur nos réseaux sociaux. Je vous invite, comme ce matin, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est pas grand-chose, mais pour nous, ça compte. Est-ce que vous êtes abonné à Radio Ondine, tous, Renan? Moi, je suis abonné, ouais, mais j'ai pas le choix. Ça, c'est même pas sûr, j'irai regarder. Ouais, non, même pas moi. Mais même pas toi, voilà. Elle va nous aider à arriver à 40. Et puis, bien entendu, je vous invite à retrouver Secret de Nature toutes les semaines sur les antennes de Radio en ligne. C'est le dimanche à 11h. Et puis, toujours en podcast. Et vous retrouverez Renan, qui fait partie de l'équipe, entre autres. Voilà, c'est fini pour l'instant. On se retrouve pour la partie 2 sur les bocages d'ici un quart d'heure. Merci en tout cas, c'était bien.